Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'affaire des suspicions de triche de Hans Niemann et la publication du rapport de Chess.com, 72 pages de travail d'experts, c'est sans aucun doute le plus gros et le meilleur travail jamais effectué sur un cas de suspicion de triche dans les échecs. Je vais diviser ma vidéo en deux parties. Tout d'abord une partie timeline qui va reprendre l'historique des faits et ensuite une partie plus statistique dans laquelle je vais expliquer comment fonctionne l'algorithme de chess.com et on verra aussi à quel point leurs résultats sont corrélés avec ceux que je vous avais donnés dans mes précédentes vidéos. Alors, il y a quelques jours, suite à la publication du rapport de chess.com, j'ai fait un thread Twitter dans lequel je raconte tous les faits. Alors, je les raconte de manière assez sarcastique, ce qui, à l'écrit, permet de rendre la lecture plus palpitante peut-être, mais je trouve que le sarcasme a ses limites et à l'oral, je vais essayer de me contenter de raconter les faits que l'on sait pour l'instant. Donc, première étape, en juillet 2015, Hans a 12 ans et 2197 Elo et il a triché, il aurait triché d'après chess.com en tout cas durant 9 parties dans un Title Tuesday. C'est d'ailleurs ce qu'il a reconnu dans son interview à la Sinquefield Cup. On passe en 2016, il a maintenant 13 ans, entre 2269 et 2298 Elo et il joue 2 tournois. Over the board, donc en présentiel devant l'échiquier, 2 tournois qui sont considérés par chess.com comme suspects et méritant une plus grande investigation avant de parvenir à une conclusion définitive de oui c'est sûr et certain il a triché ou non a priori tout est normal. Donc là on est en 2016. En 2017 maintenant. Son entraîneur et mentor, Maxime Dlogui, a triché durant un Title Tuesday. Le même mois, et peut-être même dans le même tournoi, en tout cas le même mois, Hans Niemann aurait triché d'après chess.com dans 10 parties, aussi dans un Title Tuesday. Donc les tournois notés de prix de chess.com. On passe en 2020, le même entraîneur, Maxime Dlogui, triche à nouveau dans un Title Tuesday alors qu'il n'avait plus le droit de jouer dans un tournoi doté de prix. Chess.com l'avait autorisé à rejouer sur leur site à condition qu'il ne joue plus jamais de tournoi doté de prix. Donc non seulement il a bravé cette interdiction, mais en plus il a triché à nouveau. Et à cette même période, en tout cas entre février et août 2020, Hans a triché durant plus de 100 parties en ligne, notamment dans des tournois dotés de prix. Il avait plus de 17 ans pour certaines de ses parties et il streamait dans 25 de ses parties, d'après chess.com en tout cas. Et il faut savoir qu'à cette époque, Hans vivait seul, comme il l'a lui-même dit dans son interview à la Sinquefield Cup, il vit seul depuis ses 16 ans, il a un loyer à payer, c'est ses propres mots, et donc il se retrouve à 17 ans seulement maître international, et il vient de perdre sa source de revenus, c'est-à-dire les streams, parce qu'il n'a plus le droit de streamer, il est banni de chess.com pour avoir triché dans plus de 100 parties. Donc on est en août 2020, et globalement, il est dans une situation très périlleuse, pour ne pas dire précaire. Seulement émis à 17 ans, alors bon, c'est évidemment très bien, hein, c'est bien mieux que moi, mais pour des prodiges, ce n'est rien du tout. Émis à 17 ans, là où actuellement les plus grands prodiges des échecs sont grands maîtres à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est d'après Vichy Anand la limite déjà, ça commence à être un peu vieux, et 15-16 ans, bah, c'est la dernière chance pour faire partie du top mondial. Donc seulement émis à 17 ans sans source de revenus quand on vit seul, bah, c'est mal parti pour faire une carrière échiquienne et s'en sortir en jouant purement aux échecs. Mais donc c'est à partir de là qu'il se passe des choses très intéressantes, que l'histoire, si on veut croire à l'innocence de Hans, que l'histoire de rédemption et de succès commence, parce que en septembre 2020, donc juste après avoir été banni de chess.com et donc avoir perdu sa source de revenus de streamer, Hans fait son premier tournoi, et lors de ce premier tournoi
En présentiel, après avoir été banni, il obtient sa 3e et dernière norme de grand maître. Il se trouve que dans ce tournoi, il a joué 2 parties que j'avais considérées comme très suspectes, celle contre Ostrovitsky qui avait obtenu un score lat-check de 100, celle aussi contre Mishra avec le fameux cavalier H2, incompréhensible pour un humain parce que la pointe de cavalier H2 s'explique en finale après bien des péripéties. Et il se trouve que ce tournoi a été flagué par chess.com. Les tournois en jaune, c'est les tournois considérés comme suspects et nécessitant une plus ample investigation. Et il se trouve aussi que c'est ce tournoi qui lui apporte cette 3e et dernière norme de grand maître, ce premier tournoi après avoir été banni pour triche de chess.com. C'est aussi ce tournoi qui est considéré comme le plus suspect d'après le ROI de Kenneth Regan, donc l'expert anti-triche de la FIDE. C'est le plus haut ROI, donc c'est-à-dire le tournoi le plus suspect. Pas forcément le tournoi suspect d'après Regan, mais le tournoi le plus suspect d'après Regan. Et donc voilà, ça c'est le tournoi qu'il a gagné, 6,5/9 dans un tournoi de grand maître, invaincu, magnifique, premier tournoi après avoir perdu sa source de revenus. Ensuite, entre juin 2021 et août 2021, à maintenant 18 ans, Hans Niemann joue ce que j'ai appelé dans mes précédentes vidéos la série de 5 tournois la plus incroyable de l'histoire des échecs. C'est ce que j'avais dit, que jamais personne n'a joué aussi bien pendant 5 tournois consécutifs. Aussi bien, pas d'après juste la performance Elo, aussi bien d'après la qualité des coups, telle que décrite par les analyses de Gambitman que je vous ai dévoilées dans mes précédentes vidéos. Et il se trouve que dans cette série de 5 tournois, il y en a 3 notamment qui sont particulièrement intéressants, 2 qui ont été considérés comme suspects et nécessitant une plus ample investigation par chess.com, un tournoi à Philadelphie qu'il a remporté, et un tournoi le World Open que Hans a aussi remporté, et il se trouve que c'était à l'époque, en tout cas, la plus grosse somme d'argent qu'il a jamais gagnée dans un seul tournoi, à savoir 20 000 $. Et donc ce sont 2 tournois considérés comme suspects par chess.com. Et en août, il y en a aussi un 3e. Hans a marqué 8/9 lors de l'US Open, et il se trouve que c'est ce tournoi, l'US Open, qui a 2 statistiques assez intéressantes. Le plus haut pourcentage de lat-check analysis tel que effectué par Gambitman, les statistiques que je vous ai présentées dans mes précédentes vidéos. Et c'est aussi lors de ce tournoi qu'il a eu le plus petit pourcentage de mauvaises positions dans l'ensemble de ses positions de l'ensemble du tournoi. Il était moins bien dans seulement 0,38% des positions. Un record absolu parmi tous les tournois analysés. Là, c'est une statistique de chess.com de leur rapport. On passe en avril 2022. Hans joue un tournoi à la Havane, un tournoi considéré comme suspect par chess.com et nécessitant une plus ample investigation avant toute conclusion définitive. On passe maintenant en août 2022. Hans a 19 ans. Il bat Magnus Carlsen lors de la première partie de la FTX Crypto Cup. Il prononce cette phrase devenue cultissime « Chess speaks for itself ». Les échecs parlent d'eux-mêmes, mais il se trouve qu'à ce tournoi, il a perdu ensuite les 3 parties contre Magnus et donc leur match 3-1. Il a aussi perdu tous les autres matchs. Il y avait 8 joueurs, donc 7 matchs, et il a perdu 7 de ces 7 matchs. On passe en septembre 2022 avec un style positionnel incroyable. Hans Niemann bat le champion du monde Magnus Carlsen avec les pièces noires, s'il vous plaît. Et le lendemain, Magnus Carlsen annonce son retrait du tournoi en accusant à demi-mot son adversaire d'avoir triché. 2 jours plus tard, Hans doit refaire sa réputation auprès du monde échiquien, mais pour ce faire, il donne une interview confession dans laquelle il ment à répétition, disant notamment
qu'il n'a jamais triché et ne tricherait jamais dans un tournoi doté de prix. Chess.com nous a montré que c'était l'inverse qui s'est produit, qu'il n'a triché que dans les parties aléatoires. Eh bien non, il y avait des matchs, par exemple, en plus des tournois, des matchs contre, par exemple, Yann Nepomniachtchi. Il a dit aussi qu'il n'a jamais triché en streamant. Chess.com nous a montré que si, il a triché en streamant. Octobre 2022, Chess.com publie son rapport, excellent rapport, vraiment quelque chose de sans précédent, et il nous montre que Hans Niemann est le joueur qui a le plus progressé de l'histoire des échecs entre ses 11 ans et ses 19 ans et 3 mois. Le plus progressé, pas en termes de classement Elo, mais en termes de qualité des coups. Donc c'est le plus grand prodige des échecs, mais qui se trouve s'être révélé vraiment que après ses 17 ans, pile après avoir été banni de chess.com. Alors voici les faits, et pour les expliquer, deux hypothèses. Première hypothèse, il s'agit juste d'une incroyable série de coïncidences. Deuxième hypothèse, Hans Niemann a déjà triché devant l'échiquier. Je ne vais pas jouer à l'hypocrite avec vous. Évidemment qu'entre ces deux hypothèses, j'en considère une comme incommensurablement plus crédible que l'autre. Cela dit, heureusement, nous vivons avec un système de justice basé sur la présomption d'innocence, dans lequel on préfère innocenter un coupable que de sanctionner un innocent. Et heureusement. Alors, est-ce que avec toutes les informations, tout le faisceau d'indices dont on dispose actuellement, la FIDE, puis éventuellement la justice peut sanctionner Hans Niemann? Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le dire, et en toute franchise, je n'en sais rien. Avec toutes les informations que moi j'ai à ma disposition, c'est-à-dire celles qui sont publiques, je dirais plutôt non. C'est pas encore assez pour pouvoir sanctionner avec notre système de justice basé sur la présomption d'innocence Hans Niemann, mais c'est largement assez pour que toute personne rationnelle ait plus que des doutes sur l'innocence de Hans Niemann. Fin de la première partie de la vidéo, on va maintenant passer à la deuxième partie, celle plus basée sur les statistiques. Tout d'abord, je vais recontextualiser mes premières vidéos. À l'époque, le grand ponte et pionnier de l'anti-triche Kenneth Regan, docteur et professeur, s'il vous plaît, Kenneth Regan, l'expert officiel de la FIDE, déclarait que tout était absolument normal dans les résultats et les coups joués par Hans Niemann. Si je reprends l'interview qu'il a donnée à ChessBase avant la parution de ma première vidéo, il déclare le docteur Kenneth Regan a analysé toutes les parties de Hans Niemann ces 2 dernières années, y compris des parties jouées en ligne dans des tournois sur chess.com, et ses conclusions sont qu'il n'y a absolument aucune raison de le suspecter d'avoir triché. Ces résultats forment une courbe de Gauss avec des bons résultats et des mauvais résultats. C'est le signe d'une distribution totalement saine de résultats. Beaucoup des prétendus points de suspicion sont en fait totalement normaux, et la suspicion ne vient que d'analyses fautives d'amateurs zélés. Même ces tournois en ligne sont dépourvus de quoi que ce soit d'inusuel. Autrement dit, pour reprendre ce fameux mème de Tchernobyl, completely normal phenomenon. Donc c'était en connaissance de cette interview qui était du coup le consensus, à savoir si Hans Niemann a triché, c'est indétectable d'un point de vue statistique. C'est en connaissance de tout ça que j'ai fait ma vidéo, parce que j'étais convaincu que les conclusions de ce prestigieux docteur, avec tout le respect que je lui dois et que je lui voue, étaient fausses. Et notamment, juste avant la parution du rapport de chess.com, il y a eu un article du Wall Street Journal qui est paru et qui disait qu'il y avait 6 tournois considérés comme suspects par chess.com. Alors, je pensais pas que chess.com serait remonté à avant 2019, donc j'ai cru que les 6 tournois étaient basés
étaient comprises dans la période 2019-2022, celle que j'ai analysée avec les données de Gambitman. Et donc, j'ai pointé du doigt 6 tournois que je pensais être les mêmes que chess.com. Donc, les 5 de la fameuse série la mieux jouée de tous les temps d'après ma première vidéo. Et le 6e, celui-ci, le CCCSA, c'est le tournoi de la 3e et dernière norme de grand maître. Finalement, je tombe sur le rapport de chess.com, les 72 pages. Parmi ces 72 pages, celle qui m'intéresse le plus, c'est la 52e, qui reprend toutes leurs données. Alors j'étais juste un peu inquiète tout au début en voyant qu'ils avaient trié ces données par ce qu'ils appellent la strength over performance, c'est-à-dire la différence entre la qualité des coups joués tels que analysés par leur algorithme avec des modules évidemment, et la qualité attendue des coups joués basés sur le classement Elo de Hans Niemann. Alors pourquoi ça m'a un peu inquiété l'espace d'un instant? C'est parce que cette statistique peut être totalement biaisée dans le cas d'un tricheur à répétition. Évidemment, si un joueur triche régulièrement, son classement Elo va être gonflé artificiellement, et donc il est absurde de se baser sur ce classement Elo obtenu en trichant pour détecter une triche future. Par exemple, si on prend le cas de triche avérée d'un grand maître sur de nombreuses années, celui d'Igor Raosis, il était un fort grand maître toute sa carrière, toute sa vie durant jusqu'en 2013, alors âgé de 52 ans, où il a obtenu une progression fulgurante, incroyable, digne d'un jeune espoir à 15-16 ans qui va truster le top mondial. Jusqu'en 2019, où il se fera prendre en flagrant délit en train de tricher avec son téléphone aux toilettes, analysant la partie qu'il était en train de jouer. Mais s'il n'y avait pas eu ce flagrant délit, ça aurait pu continuer. Et en voyant cette courbe Elo incroyable pour un cinquantenaire, on peut se demander mais comment est-ce que c'est possible que l'algorithme de Kanashrigan n'ait rien détecté? Et bien, tout simplement, quand Raosis était 2650 classement obtenu en trichant et qu'il avait une qualité de jeu à 2700, l'algorithme de Kanashrigan disait « Ouais, c'est un bon tournoi, mais pour un 2650, c'est rien d'exceptionnel. » Si on prend les données de Kanashrigan, le fameux ROI, le record de Raosis c'est 64, c'est-à-dire un tournoi qui est bien moins incroyable, bien moins bizarre que le seuil de 70 donné par Kanashrigan comme nécessaire pour considérer ce tournoi suspect. Autrement dit, Raosis, cette progression Elo, n'avait rien de suspect d'après le ROI de Kanashrigan. En tout cas, pris tournoi après tournoi. Sur l'ensemble, c'était suspect, mais il a fallu un flagrant délit avant que la FIDE n'intervienne. Sinon, ça aurait pu encore durer. Et tout ça vient du fait que cet algorithme se base sur le classement Elo obtenu en trichant. Petite anecdote, et je finis cette parenthèse sur ce défaut du ROI. Si la FIDE était restée à un classement Elo mis à jour tous les 3 mois, comme en 2006, date de la création de l'algorithme de Kanashrigan, et non pas un classement Elo mis à jour tous les mois, comme actuellement et depuis de nombreuses années, il est tout à fait plausible que le seuil de 70 pour un ROI d'un tournoi d'Igor Raosis ait été largement atteint. Ses performances auraient été encore plus impressionnantes si son classement Elo n'avait pas été mis aussi régulièrement à jour. Je referme la parenthèse sur Igor Raosis et je rappelle que j'avais désigné avant la parution du rapport de chess.com 6 tournois sur la période 2019-2022 comme suspect, le fameux CCSA et 5 autres de la série. En réalité, il n'y en avait que 4 sur cette période 2019-2022 car il y avait 2 antérieurs disputés en 2016. Alors, est-ce que j'avais visé globalement juste? Eh bien, on retrouve bien le CCCSA. Et ici commence la série de 5 tournois que j'ai désignés comme suspects.
dont les 2 premiers sont aussi considérés comme suspects par chess.com. Ici, c'est le 55e Memorial Capablanca. Celui-là, je l'avais pas vu venir du tout, pour être franche. Si je devais me défendre, je m'excuserais en disant que, d'après Kenneth Regan, ce tournoi était plutôt mauvais pour Hans Niemann, son ROI étant inférieur à 50. Alors, qu'est-ce que c'est que cette feuille Google Sheets à laquelle évidemment vous avez accès? Je mets le lien dans la description de la vidéo. Eh bien, c'est la compilation des données que je vous ai présentées lors de mes précédentes vidéos avec celles de Kenneth Regan et celles de chess.com. Je me suis bien amusé, entre guillemets, avec une amie, une autre des toutes meilleures joueuses françaises, pour vous donner ce tableau. Donc on peut trier les tournois comme là par date. Donc c'est pour ça que ces tournois là sont consécutifs, hein. Là c'est trié par date. On peut les trier par performance Elo si on veut. On peut les trier par strength, qui est la qualité de jeu d'après l'algorithme de chess.com. On peut les trier par paire de 100 pions perdus. Ça c'est la donnée de Gambitman avec le Spy PGN. On peut les trier par désavantage, ça c'est une donnée de chess.com. On peut les trier par le ROI de Kenneth Regan. On peut aussi les trier par overperformance, une donnée de chess.com. Donc vous pouvez vous amuser avec tout ça. Vous avez accès à tout évidemment, c'est on ne peut plus transparent. On s'est aussi amusé à calculer des corrélations. Donc corrélation de Pearson, alors ça n'a aucune valeur scientifique, c'est juste pour information, ça peut quand même donner des petites pistes sur la valeur des résultats que vous avez présentés et par exemple le ROI de Kenneth Regan. Donc premier fait intéressant, on voit que la paire de centipions moyen et le pourcentage de l'échec analysis ne sont quasiment pas corrélés, c'est normal, ça mesure deux choses totalement différentes. Le coefficient de corrélation de Pearson est de moins 0,25, donc ces deux mesures n'ont rien à voir, mais elles sont chacune corrélées à la performance Elo, le TPR, et elles sont aussi chacune corrélées à la strength de chess.com. On a fait un peu la même chose pour le ROI de Kenneth Regan. On voit que le ROI et l'overperformance sont bien corrélés. C'est normal, c'est plus ou moins le même principe. On voit que le ROI et la paire de centipions moyens ne sont que peu corrélés. Et le ROI et le pourcentage de positions désavantageeuses ne sont quasiment pas corrélés. Mais la valeur avec laquelle le ROI est la mieux corrélée, c'est le pourcentage de l'échec analysis tel que analysé par Gambitman, les données que vous avez présentées lors de ma première vidéo, avec un coefficient de corrélation de Pearson de 0,62. Bon, vous pouvez vérifier tout ça, vous pouvez vous amuser aussi avec toutes les données, tout est libre. Encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. On sait très bien que la valeur scientifique de ce travail est quasiment nulle et ce n'est pas le but. Mais si on trie maintenant par désavantage, donc c'est le pourcentage de positions désavantageuses, on voit clairement quelque chose de flagrant. Les 4 tournois considérés comme suspects par chess.com sont tous les 4 dans le top 6 des plus faibles pourcentages de positions désavantageuses obtenues sur toute la période 2019-2022. Donc clairement, le facteur le plus discriminant d'après chess.com, ce n'est pas tant l'overperformance, mais le pourcentage de positions désavantageuses. Et on voit que ce tournoi, le 121e US Open, qui a obtenu ce record de 0,38, il se trouve que c'est aussi ce tournoi qui est, d'après la l'échec analysis, le plus suspect. C'est le plus haut pourcentage de l'échec analysis et le plus bas pourcentage de positions désavantageuses. Et il se trouve aussi qu'il a eu lieu dans cette fameuse série de 5 tournois considérés comme suspects.
Bref, assez de statistiques. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez vérifier et vous amuser comme on a passé beaucoup d'heures à le faire avec mon ami, toutes ces données. Le lien est dans la description. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Hans Niemann est en train de disputer le championnat des États-Unis et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs ont bien du mal à masquer leur intime conviction quant à cette affaire. Même ceux qui d'habitude se montrent toujours bienveillants et discrets y vont de leurs petites phrases assassines. Cette situation ne peut clairement pas durer et tout le monde a hâte que la commission d'enquête de la FIDE publie ses conclusions. Mais pour qu'elle y parvienne, il faudra soit de nouveaux moyens de détection de la triche basés sur les statistiques des coups joués, soit éventuellement des nouveaux rebondissements. Par exemple, des témoignages de complices ou des surprises comme ça, des imprévus, comme on dit, qui pourraient bouleverser cette histoire à nouveau. Bref, on n'est pas du tout au bout de cette triste histoire, mais qui sait, peut-être que dans quelques années, on la regardera comme celle qui a apporté le plus grand bien aux échecs, ayant permis de nettoyer les échecs mondiaux d'un fléau qui les mettait en péril. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!